Manche de brosse en plastique. Pétrole. Rouge à lèvres. Étui. Pétrole. Vernis à ongles. Tablette. Flacon. Pétrole. Manteau imperméable. Pétrole. Pas de nylon. Pétrole. Feu rouge. Non, n'exagérez pas. Il a fallu plus de 500 millions d'années à la nature pour créer le pétrole et moins d'un siècle à l'homme pour l'épuiser. Entre-temps, il a assuré la prospérité et la fortune de l'Occident. Il a été l'enjeu des guerres et des manipulations les plus inavouables. Quel a été son rôle exact et de quel poids ces manipulations ont-elles pesé sur l'histoire du XXe siècle? Tout commence en 1859 en Pennsylvanie. Des milliers de prospecteurs se ruent à la recherche de l'or noir, un produit nouveau qui doit remplacer l'huile de baleine devenue trop chère pour s'éclairer. Les prix montent et s'effondrent au gré des découvertes. Parfois, le pétrole coûte moins cher que l'eau. Il ne fait pas la fortune de ceux qui l'exploitent, mais uniquement de ceux qui le transportent et le vendent. Notamment celle d'un obscur comptable de l'Ohio. Rockefeller regarde ça et il va s'imposer avec une idée de génie en disant « Moi, je veux un pétrole qui est une qualité standard. Vous pouvez être sûr que vous trouverez partout un pétrole lampant de la même qualité, d'où le nom de Standard Oil. » Et donc, il envahit l'ensemble des États-Unis et la Chine et bien plein d'autres pays. Le gouvernement des États-Unis, grâce à ses consulats de par le monde, a aidé à promouvoir la vente de pétrole lampant pour l'éclairage. Ils y ont passé beaucoup de temps. Les consuls locaux organisaient des démonstrations commerciales dans les villes et les campagnes pour vous expliquer comment vous procurer ces lampes et combien elles étaient extraordinaires. On vous donne la machine à café pour rien, et puis ensuite il faut mettre des petits trucs dedans. Ben, c'est Rockefeller qui a inventé ça. Hein? Alors vous avez bien ça. Aujourd'hui, on dit, voilà, vous avez une machine à café, oh, elle est pas chère, 50 €, 60 €. Derrière, il faut prendre les petites doses, vous mettez ça, c'est magnifique, c'est un café extraordinaire. Ok, très bien. Mais il a fait la même chose. C'est-à-dire que il dit aux gens, pour vous éclairer, il faut les lampes à pétrole. Ça va être magnifique pour vous. Très bien, parfait. Et par conséquent, la lampe à pétrole, elle est quasiment pour rien. Voilà, qu'à la limite, on installe les lampes à pétrole chez les gens. Alors, vous avez une lampe à pétrole, voilà. Et cette lampe à pétrole, elle marche avec un pétrole lampant standard, comme vous dites, standard oil, standard, et vous l'achetez dans les boutiques qui permettent de faire marcher la lampe. Si vous prenez un autre pétrole, vous verrez, hein, mais bon, avec le mien, ça marche. Il laisse tomber toute la part de recherche du pétrole, première exploitation du pétrole. C'est souvent le fait de fermiers, hein, qui bricolent, parce que au début, c'est pas des gisements profonds, choses comme ça. Et Rockefeller va devenir un commerçant qui va leur acheter leur production pétrolière. Et là, à partir de là, c'est lui qui va faire les prix du pétrole brut. Hein. Sur les champs de pétrole, il va y avoir la petite cabane en bois de la Standard Oil qui achète le pétrole, et tous les matins, le fonctionnaire cravaté de la Standard Oil va arriver sur la cabane en affichant le prix affiché. Aujourd'hui, on achète le baril à 1,5 $, ou 2 $ ou 3 $. D'une certaine manière, l'ascension de Rockefeller préfigure le capitalisme du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que d'une part, il est responsable de l'émergence non pas d'une simple compagnie pétrolière nationale, mais de ce qui est devenu une compagnie pétrolière mondiale. Bien sûr, nous pensons que la mondialisation du capitalisme est un pur produit de la période de l'après-guerre, ou peut-être des années 60. Mais, de toute évidence, ses origines sont bien plus lointaines. Et dans ce contexte, Rockefeller fut très tôt un modèle.
D'autre part, c'était un négociateur sans scrupules, tout comme Donald Rumsfeld, qui passait des accords avec Saddam dans les années 80 pour garder les puits ouverts. L'histoire du pétrole au Moyen-Orient, qui a toujours été une affaire d'entente plus ou moins crapuleuse, est annoncée par Rockefeller, qui, dès le début du XXe siècle, était déjà un maître en la matière. En 1900, la Standard Oil contrôle plus de 90% du volume de pétrole raffiné aux États-Unis. Ses armes, le chantage et la spoliation que dénoncent les caricatures. L'opinion s'en inquiète. L'essor de l'électricité met en danger le marché du pétrole lampant. Mais en 1907, l'empire de Rockefeller est sauvé par celui naissant d'Henry Ford. Les premières voitures de série sortent de ses usines. La Standard Oil se convertit à l'essence. Les premières automobiles sont destinées non pas aux villes, mais à la desserte d'une agriculture avec des gros moyens, hein, qui jusque-là avaient des escadrilles de chevaux, puisque les premières machines agricoles, qui existent depuis longtemps aux États-Unis, sont tirées par des cavaleries de 40-50 chevaux. Hein. Bon. Alors, on va voir apparaître les premiers tracteurs à essence, puis les premières automobiles qui sont, vous voyez, les premières Ford qui sont hautes sur pattes, là, pour passer dans des ornières, etc. Donc, à un moment, on a le bon produit. Et le bon produit, pour l'automobile, c'est le pétrole. Ce que je dis simplement, c'est que, alors que pour l'éclairage, il est clair que le pétrole lampant n'est pas le bon produit et que l'électricité est le bon produit, pendant le même temps, le pétrole trouve la capacité de développement exponentiel grâce à l'automobile. En 1911, au terme d'une bataille juridique impitoyable, le Congrès américain adopte une loi antitrust qui vise directement la position dominante de la Standard Oil. Rockefeller trouve la parade. Il fragmente son empire en plusieurs sociétés, toutes dirigées par des hommes de paille. Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of California, Standard Oil of Indiana, etc., etc. Puis la Standard Oil, une fois qu'elle est démantelée en 1911, il faut bien qu'elle trouve un autre terrain d'expansion. Et à ce moment-là, elle va réaliser que le monde hors États-Unis est un formidable terrain pour elle. La Standard Oil part à la conquête de l'Amérique du Sud, Mexique, Venezuela. Elle use de tous les moyens auprès des petits propriétaires et de leur gouvernement pour s'emparer des terrains susceptibles de recéler du pétrole. Au début du siècle, l'industrie du pétrole est d'abord une affaire d'aventuriers, manipulée par des prédateurs. La course au pétrole devient rapidement un enjeu mondial. Alors qu'un négociant, Marcus Samuel, spécule sur le pétrole russe de Bakou, un homme d'affaires hollandais, Henry Deterding, s'implante en Indonésie. Tous deux créeront le groupe hollandais, la Royal Dutch Shell, qui va devenir le principal concurrent de Rockefeller. La Grande-Bretagne ne dispose pas de pétrole, mais elle détient au sein de son empire une chasse gardée, le Moyen-Orient, qui va bientôt se révéler la région la plus riche en gisements. En 1901, un homme d'affaires britannique, William Knox D'Arcy, rachète au Shah d'Iran une concession de 60 ans pour rechercher et exploiter du pétrole dans la quasi-totalité du pays. Il ne mettra jamais les pieds dans cette zone, qui pourtant fera sa fortune. Après plusieurs années de recherches infructueuses, les géologues de Knox D'Arcy finissent par découvrir un gisement prometteur. À l'époque où on a commencé à forer, on avait un puits correct sur 35 forages, à peu près, hein, 1 sur 35, ce qui est quand même pas beaucoup.
On est arrivé, je dirais, à la fin du XXe siècle à 1 sur 7. 1 sur 7. Et puis aujourd'hui, on continue à faire des recherches de tous horizons, etc. On arrive à améliorer cette situation à 1 sur 3, 1 sur 4. Mais c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si jamais vous avez dépensé 50, 100, 150, 200, 300 millions de dollars et qu'à la fin, vous trouvez de l'eau, ou vous trouvez, c'est ce qui est le plus fréquent, vous n'avez pas de pétrole, vous refermez et vous partez ailleurs. Vous avez perdu votre argent. Sur les mers, la Grande-Bretagne, première puissance mondiale, voit son leadership contesté par les Allemands et les Américains. En 1911, Winston Churchill prend une décision radicale, équiper la marine anglaise de chaudières à mazout. Le charbon était produit au Pays de Galles et le mazout, il est produit dans le Golfe ou aux États-Unis. Donc, cette décision de Winston Churchill, elle amorce ce qu'on appelle maintenant la dépendance pétrolière. Hein, on remplace un matériel produit, une ressource produite nationalement, par quelque chose d'importé. Pourquoi Winston Churchill a fait ça? Il a fait ça parce que c'était la suprématie du moteur à mazout par rapport au moteur à charbon. En basculant au mazout, la marine anglaise devenait plus rapide que la marine allemande. Donc se dotait d'un avantage stratégique majeur. Pour protéger ses intérêts stratégiques, le gouvernement britannique prend une participation majoritaire dans l'Anglo-Persian, qui deviendra plus tard la British Petroleum. Pour acheminer son pétrole vers la Grande-Bretagne, l'Anglo-Persian se lance dans des travaux pharaoniques. La construction d'un pipeline de plusieurs centaines de kilomètres qui doit rejoindre le port d'Abadan dans le golfe Persique. Dès 1913, la raffinerie d'Abadan est la plus grande du monde. Insatiable, l'Empire britannique ne s'intéresse pas qu'à l'Iran. Il lorgne aussi sur l'Irak, alors simple province de l'Empire ottoman. Pour faire un trou dans un sol, il faut l'autorisation du gouvernement local. Et vous avez un contrat de concession vous autorisant à faire un trou. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a du pétrole en Perse. On sait qu'il y en a en Azerbaïdjan, à Bakou. Donc, on suppose que, vu qu'il y en a dans le Caucase et vu qu'il y en a en Perse, il doit y en avoir en Irak. Mais c'est des points d'interrogation. On a des géologues qui commencent à prospecter et qui disent oui, les terrains nous paraissent favorables à l'existence de couches pétrolières. Mais on n'en a pas retiré 1 centilitre de ce pétrole. Il est virtuel. Mais ce qu'il faut, c'est que pour passer du virtuel au réel, il faut des concessions. En Irak, les Britanniques se trouvent confrontés à de nombreux concurrents à l'appétit féroce. Les compagnies américaines, attirées par un pétrole beaucoup plus facile et moins cher à exploiter, veulent s'y implanter. Le Kaiser, qui n'a pas de ressources, tient absolument à rafler la mise. Il vient d'obtenir l'autorisation de construire un chemin de fer reliant Berlin à Bagdad et le droit d'exploiter toutes les ressources pétrolières qui se trouveraient le long de la voie ferrée. La Royal Dutch Shell de Detterding, écartée de Russie par la révolution de 1905, emploie tous les moyens pour conserver le contrôle de cette zone. L'Angleterre, qui la soutient, ne veut surtout pas que sa position dominante au Moyen-Orient soit menacée par les États-Unis, premier producteur mondial. C'est alors qu'intervient Calouste Gulbenkian, un géologue arménien, mandaté par les Britanniques et proche des autorités ottomanes. Négociateur sans scrupules, il aboutit à l'éviction des compagnies américaines et en 1912 à la constitution d'un consortium, la Turkish Petroleum. Pour renforcer sa position dans cette zone, la Grande-Bretagne attribue 50% à l'Anglo-Persian et redistribue les 50% restants entre la Shell et la Deutsche Bank, représentant le gouvernement allemand. En contrepartie de ces services, Gulbenkian recevra 5% des bénéfices, ce qui en fera bientôt l'un des hommes les plus riches du monde. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne gèle l'exploitation du pétrole irakien. Au début de la guerre, personne n'envisage que le pétrole puisse jouer un rôle dans le déroulement du conflit. Les armées en présence sont encore des armées du 19e siècle.
En août 1914, les troupes allemandes bivouaquent à quelques kilomètres de Paris. Pour prendre les Allemands de vitesse, le général Gallieni réquisitionne les taxis parisiens. En 48 heures, il réussit à acheminer 7000 hommes sur le front. L'avance allemande est brisée. Le pétrole et l'automobile viennent de renverser le cours de la guerre. Alors il y a un événement symbolique qui est la bataille de Verdun, qui fait que l'armée française est passée successivement élément à élément à Verdun et a été alimentée par la fameuse voie sacrée, mais qui montre bien l'importance nouvelle, puisque la voie sacrée, c'est avant tout des convois continus de camions amenant hommes et munitions sur le front de Verdun. Le conflit vient de changer de nature. Mais pour faire marcher tous ces engins, il faut beaucoup de pétrole. Ça tombe bien, Rockefeller en a à revendre à tous les belligérants. En France comme en Allemagne, les usines d'armement tournent à plein régime grâce au pétrole américain. Pour priver les Alliés de leur approvisionnement en carburant, l'Allemagne fait donner ses sous-marins. C'est le torpillage du paquebot Lusitania qui précipite l'entrée des États-Unis dans la guerre. Quand le gouvernement des États-Unis s'est rapproché de l'industrie pétrolière à la veille de son entrée dans la Première Guerre mondiale, Standard Oil avait bien entendu continué à vendre du pétrole aux deux belligérants depuis le début de la guerre. Les compagnies pétrolières ont hésité et ont dit « Eh bien, nous aimerions beaucoup vous aider. Vous savez, mais il y a cette loi antitrust qui nous tape vraiment sur les nerfs. Il va falloir qu'on en parle sérieusement avant de faire quoi que ce soit. » Et c'est ça en grande partie qui a sonné le glas des activités antitrust. Évidemment, la même chose s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1916, au terme de l'accord secret Sykes-Picot, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de se partager les ressources de l'Empire ottoman en cas de défaite de l'Allemagne. Rockefeller, furieux d'apprendre qu'il est écarté de ce partage du Moyen-Orient, fait pression sur les Alliés. Il menace d'interrompre ses livraisons de carburant. En 1917, inquiet à l'idée que la Standard Oil ne mette ses menaces à exécution, le président du Conseil, Georges Clemenceau, lance un appel pathétique au président Wilson. Il faut que la France combattante, à l'heure du choc suprême, possède l'essence, aussi nécessaire que le sang, dans les batailles de demain. Lorsque les troupes américaines débarquent en France, il ne fait mystère pour personne que cette première armée véritablement motorisée va faire la différence. Sans état d'âme, Rockefeller continue de vendre son pétrole aux deux camps. La filiale de Standard Oil a continué de coopérer avec les autorités allemandes tout au long de la Première Guerre mondiale, tout comme son homologue anglo-néerlandaise, la Rhenania, filiale de la Royal Dutch Shell. Cette coopération n'a d'ailleurs posé aucun problème au plan politique, jusqu'en 1917, dans la mesure où les Pays-Bas étaient neutres et le restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Les États-Unis aussi étaient neutres dans un premier temps, mais lorsque ces derniers entrèrent en guerre contre l'Allemagne en 1917, la DAPG, filiale germano-américaine de la Standard Oil en Allemagne, continua d'être considérée comme une entreprise patriotique, une société d'intérêt national, si bien que la coopération se poursuivit jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, la production de pétrole est passée de 100 000 barils par jour à 300 000 barils par jour. Les bénéfices des sociétés sont multipliés par 4. Ce qui fait que le grand homme d'État britannique, Lord Curzon, a dit la victoire de 1918 a été gagnée sur un flot de pétrole. Et de ce fait même, pour les belligérants, le pétrole est devenu le produit stratégique majeur. En 1918, au terme de l'accord secret Sykes-Picot, l'Angleterre récupère la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, et le sud de la Syrie.
La France obtient le Liban et la Syrie du Nord, incluant la ville de Mossoul où sont potentiellement concentrées des ressources pétrolières considérables. Alors il y a un problème, c'est qu'il démontre que la négociation préalable n'avait pas pris en compte le pétrole. C'est que d'un côté, les Anglais ont les concessions, dans le cadre de la Turkish Petroleum Company, et les Français ont le territoire, puisque l'accord Sykes-Picot leur accorde les vilayets de Mossoul dans leur zone d'influence au Proche-Orient. Et donc, on va très vite, aussi bien du côté britannique que du côté français, réfléchir à un troc. Et le troc sera que les Anglais accorderont aux Français une part des concessions, ce qui est facile, car il suffit de confisquer la part allemande et la rétrocéder à la France. Et de l'autre côté, la France cédera la zone d'influence que l'accord Sykes-Picot pour le donner aux Anglais. Alors, c'est très facile à dire comme ça, mais c'est 2 ans de négociations complexes et difficiles. Et dans cette longue négociation, très compliquée, qui va de Versailles à San Remo, le mot pétrole ne sera pas prononcé. Et alors le symbole est le fait que le tracé définitif et le système définitif des mandats du Proche-Orient est décidé à la conférence de San Remo, dans une villa. Et de l'autre côté, dans une villa voisine, on signe l'accord pétrolier, dans lequel la France reçoit finalement 23,75% des parts de la Turkish Petroleum Company. En 1920, l'Angleterre se fait octroyer un mandat qui lui accorde les pleins pouvoirs en Irak. Elle installe à la tête du nouvel État le roi Faisal et menace de ne pas ratifier sa constitution si la Turkish Petroleum n'obtient pas le droit de prospecter, d'extraire et de raffiner du pétrole sur la quasi-totalité du territoire irakien jusqu'à l'an 2000. L'accord sera signé en 1925. En fait, ces pays ont été créés, la plupart d'entre eux, les pays du Golfe, l'Irak, etc., le Koweït, ont été créés pour, en quelque sorte, servir un peu d'enveloppe juridique, un peu de structure, donc soi-disant donc indépendante, pour justifier l'octroi de concessions à des sociétés étrangères. Il y a un mot d'ailleurs de Churchill qui a dit, voilà, on a créé l'Irak, en fait, c'est à partir de 3 puits de pétrole et de 3 étries différentes, on a fait un État. Et la même chose peut être dite au sujet d'autres pays dans la région qui ont été créés. Et puis alors, les soi-disant accords pétroliers étaient écrits à Londres ou bien à Washington. Et puis, l'émir local ou le responsable ou le roi local a posé son empreinte digitale sur l'accord en guise de signature. Évidemment que les États sont là en permanence, mais ils sont là au nom d'abord de facteurs stratégiques. Sauf peut-être l'État américain qui voit plus les intérêts commerciaux, parce que de toute façon le pétrole il en a. Il sait simplement s'assurer que ces compagnies ne sont pas exclues des autres zones de production. En 1927, du pétrole jaillit à Kirkouk. L'Irak n'a pas d'accès à la mer. Pour acheminer ce pétrole en Méditerranée, Français et Anglais doivent construire un pipeline à travers la Syrie et la Palestine. Rockefeller, qui voit ses ressources décroître aux États-Unis, fait intervenir son gouvernement. Il négocie en sous-main avec Calouste Gulbenkian. Les affaires sont les affaires. Après avoir écarté une première fois les Américains de l'Empire ottoman, Monsieur 5% réussit à convaincre les Anglaises et les Français de laisser les compagnies américaines s'implanter en Irak. Chaque partenaire reçoit 23,75% de l'Irak Petroleum. Monsieur 5% reçoit 5% supplémentaires en pétrole qu'il revendra à la toute jeune Compagnie française des pétroles. Tout le monde y retrouve son compte. L'Angleterre conserve une part majoritaire en Irak à travers la future British Petroleum et la Shell. La France accède au rang de puissance pétrolière. L'Amérique s'implante au Moyen-Orient. Elle ne le quittera plus.
L'Irak est alors devenu le théâtre d'une lutte acharnée pour le pétrole. Évidemment, l'Irak se retrouve complètement colonisé. Et surtout, l'Iraq Petroleum Company, comme on l'appelait à l'époque, se voit octroyer une gigantesque concession de 105 km², 10 500 hectares, dans laquelle elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Tout cela pour dire que, très franchement, l'histoire du pétrole s'est déroulée dans une véritable zone de non-droit. Et à mon sens, c'est encore le cas aujourd'hui. En 1928, pour parachever cet accord, Gulbenkian rassemble à Ostende ses partenaires. Il trace sur une carte une ligne rouge qui reprend les frontières de l'ancien Empire ottoman. Chaque partenaire s'engage à ne pas faire de prospection individuelle et à se partager les bénéfices en cas de nouvelles découvertes. Les compagnies pétrolières viennent de se partager le Moyen-Orient dans une chambre d'hôtel belge. Contrôlé par une poignée d'hommes, le pétrole va façonner en Occident un mode de vie auquel tout le monde veut avoir accès. Aux États-Unis, s'est développée ce que nous appelons une culture de l'automobilité. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement d'un phénomène d'automobilité tel qu'il apparaît dans les villes immensément étendues, comme ici à Los Angeles, mais bien d'un droit citoyen. La plupart des gens estiment que se déplacer et conduire partout pour pas cher est un droit naturel, au même titre que le droit de vote, un peu comme si, quelque part, c'est aussi ça, être un vrai Américain. À la fin des années 20, le monde est confronté à une crise de surproduction. L'Union soviétique, qui a besoin de devises, inonde le marché de pétrole à bas prix et fait chuter les cours. Entre les deux guerres, il y a donc les trois grands acteurs dominants à l'époque. C'est la Standard Oil, Rockefeller n'est plus là, mais qui vient de s'internationaliser. Il y a Shell et la British Petroleum, qui est assise sur de gigantesques réserves au Moyen-Orient. Alors, il y a deux solutions dans une situation de ce genre. C'est ce que nous explique la théorie des jeux. Il y a les jeux coopératifs et les jeux non coopératifs. En d'autres termes, les jeux non coopératifs, c'est de se taper sur la gueule et se livrer à une guerre dure, guerre des prix, guerre pour les gisements, etc. C'est très douloureux, hein, parce qu'on prend des coups. Hein. Il y a une autre solution, c'est les jeux coopératifs. Et coopératifs, ça veut dire on s'entend entre nous pour se partager le gâteau, et puis on réglemente la profession. Detterding, le patron de la Shell, prend une initiative. Il invite ses principaux concurrents à une partie de chasse dans son château d'Aknakari, en Écosse. On voit les limousines noires qui arrivent, avec les fusils de chasse. Je ne sais pas quel a été le tableau de chasse, mais on a beaucoup parlé pétrole, et c'est un accord qui résulte de cette réunion, qui est un accord qui va être tenu secret pendant une trentaine d'années, qui est l'accord d'Aknakari, qu'on appelle aussi le As-is Principle. As-is Principle, on gèle les parts de marché. Bon, on a chacun nos marchés. Alors, évidemment, le As-is Principle, il est signé entre trois compagnies, mais il est clair que la Standard Oil représente les intérêts américains, c'est-à-dire les petites sœurs qui ne sont pas là, à savoir la Mobil, Texaco, Standard Oil of California et la Gulf Oil. Et donc, cet accord d'Aknakari, c'est l'organisation du marché international du pétrole hors États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a le dispositif antitrust, le Sherman Act, etc., et qu'on rigole pas trop avec les ententes. En revanche, dans le reste du monde, hein, ils se partagent le gâteau et ils vont organiser l'industrie ça va tenir jusque vers les années milieu des années 60. Cet accord aboutit à la création d'un cartel. Paraphé en secret et en toute illégalité, il donne à ces nouvelles compagnies multinationales un pouvoir exorbitant, échappant à tout contrôle démocratique.
L'ensemble de ces manœuvres qui nous paraissent aujourd'hui, évidemment, impérialistes, capitalistes, etc., n'est pas négligeable parce que ça a permis un développement régulier de l'industrie pétrolière et un accroissement continu de la consommation pétrolière dans le monde, dans un système du puits à la pompe qui permettait aux compagnies d'avoir des bénéfices raisonnables et donc d'assurer l'amortissement de leurs investissements qui étaient extrêmement lourds. Et comme ils étaient intégrés du puits à la pompe, finalement, beaucoup de coûts d'intermédiaires disparaissaient. Puisque ce qu'on considérait, c'était la somme globale qui était investie et la rentabilité en prenant en compte l'ensemble du trajet pétrolier. Je pense que dans la première partie de l'histoire du pétrole, les financiers classiques, les banquiers, sont tellement frileux que les positions de monopole se prennent. C'est le double phénomène. Parce que si jamais les financiers banquiers permettaient à des petites sociétés de se développer à partir de découvertes qu'elles font et leur fassent des prêts sur 10 ans, 15 ans, à ce moment-là, il y aurait une multitude. En fin de compte, il y a toujours concentration. Dès qu'il y a découverte, il y a concentration. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors ça conduit au monopole. Et à partir du moment où il y a monopole, il y a cartel. Un jour ou l'autre. Bon, donc, la cartellisation est directement issue de la frilosité des financiers à l'égard des petites compagnies pétrolières qui pourraient se développer. Ça, vous n'y échappez pas. La crise de 29 qui frappe le monde entier n'affecte en rien le comportement des compagnies pétrolières. Le Moyen-Orient continue d'exciter leur convoitise. En 1933, la Standard Oil of California, qui n'a pas signé l'accord de la ligne rouge, prend les Britanniques de vitesse. Elle s'introduit en Arabie Saoudite avec la complicité de Harry St. John Philby, un ancien diplomate anglais devenu hostile à son gouvernement et converti à l'islam. Pour une image simple, vers 1939, l'association entre le mot arabe et le mot pétrole est en train de s'installer. Et la meilleure preuve est le début de la série de Tintin, Pays au pied de l'or noir, diffusée en 1939, qui va être interrompue par la guerre. En 1938, l'Allemagne importait de Roumanie 886 000 tonnes. L'outre-Atlantique, 4 167 000 tonnes. Au total, 5 053 000 tonnes. Mais la guerre moderne sur les océans, dans les airs aussi bien que sur terre, exige des masses énormes de carburant. Une armée où le moteur s'est substitué au cheval doit pouvoir compter sur des ressources en pétrole quasi inépuisables. En effet, pour faire la guerre, il faut à l'Allemagne 15 millions de tonnes de carburant au minimum. Elle peut produire annuellement 3 millions de tonnes d'essence synthétique. La production totale roumaine est de 5 600 000 tonnes. Au total, 8 600 000 tonnes. L'Allemagne sera donc toujours en déficit de 6 400 000 tonnes. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu toutes ses concessions pétrolières. Dès 1922, elle a passé un accord secret de ravitaillement avec l'Union soviétique et cherche d'autres sources d'approvisionnement. Mais pour les nazis, ce n'est pas suffisant. Dans les années 20, il est devenu de plus en plus clair que si l'Allemagne se réarmait ou entrait en guerre, elle manquerait de pétrole. Une des solutions était de produire du pétrole de synthèse, du pétrole à base de charbon en fait, grâce à un procédé appelé l'hydrogénation. Ces recherches, dont le géant de la chimie en Allemagne, IG Farben, fut le pionnier, avaient été menées dans les années 20.
Et lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, il a trouvé l'idée très intéressante. Mais IG Farben lui a dit « ce n'est pas raisonnable, c'est bien trop coûteux à fabriquer ». Et Hitler a répondu « peu importe, le pétrole est absolument essentiel ». Et IG Farben a reçu des sommes d'argent considérables. C'est ainsi que dès 1936-37, ils ont pu mettre sur pied un vaste programme de production chimique du pétrole qui s'est considérablement développé jusqu'à la fin des années 30. On pourrait avancer qu'une des raisons pour lesquelles les Allemands étaient si pressés d'envahir les Sudètes est que cette région regorgeait de charbon brun, de lignite, permettant de fabriquer un très bon carburant synthétique. Lorsque les Sudètes ont été occupés, Hermann Göring s'est immédiatement dirigé vers les mines de charbon brun pour en prendre le contrôle et mettre en place une immense usine de fabrication de pétrole de synthèse. En 1936, Hitler déclare au Salon de l'automobile « La production de carburant de l'Allemagne doit désormais être développée avec toute la rapidité possible. Cette tâche doit être menée et exécutée avec la même détermination que l'on conduit une guerre, puisque de sa solution dépend la future conduite de la guerre. » Le patron de la Shell, Henri Deterding, qui ne cache pas ses sympathies pour les nazis, propose à Hitler de lui vendre du pétrole à crédit. Il sera débarqué par son conseil d'administration. Mais le réarmement et la réindustrialisation du Reich n'auraient jamais pu avoir lieu sans la complicité active des grandes firmes américaines favorables aux nazis. Dans les archives de General Motors, on a retrouvé une lettre écrite vers la fin des années 30 par une femme, une actionnaire, et adressée à Alfred Sloan, qui a été patron de General Motors des années 20 jusqu'au début des années 50. Cette femme lui avait écrit pour lui dire quelque chose du genre « Nous faisons des affaires avec l'Allemagne par le biais de notre sous-traitant Opel, et nous faisons des camions pour le régime nazi. Et je sais très bien, parce que je l'ai lu dans les journaux, qu'il tue les Juifs là-bas. Et il ramasse les gens dans la rue. Comment une compagnie comme la nôtre peut-elle encore faire des affaires avec ces gens-là? Sachez que moi, qui suis actionnaire, je trouve ça dégoûtant. » Et Sloan, de manière très condescendante, lui a répondu « Madame, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour vendre des voitures. C'est tout ce que nous faisons. » Le programme allemand de pétrole de synthèse a rencontré quelques problèmes. Certains composants chimiques essentiels au bon déroulement des opérations leur faisaient défaut, l'éthyle en particulier. Celui-ci était produit principalement par des compagnies américaines comme DuPont. Évidemment, on peut se dire les affaires sont les affaires et se contenter de voir les choses sous cet angle. Si on veut faire des affaires, on trouve toujours un moyen. Mais en réalité, l'implication de DuPont était bien plus étroite, parce qu'il y avait eu toutes sortes d'accords avec IG Farben, le géant allemand des produits chimiques, pour se partager des marchés et pour s'échanger des informations techniques. Les entreprises américaines et allemandes étaient vraiment très proches. Comme chacun le sait, la Standard Oil a permis aux Allemands de développer leur capacité à produire leur pétrole de synthèse à partir du charbon. Contrairement au pétrole, on en trouve en abondance en Allemagne. Non seulement la Standard Oil ne s'est pas fait prier pour fournir du pétrole aux Allemands, mais surtout, elle leur a fourni à la veille de l'invasion de la Pologne environ 500 millions de tonnes de plomb tétraéthyle, avant même que leur usine ne fonctionne. De toute évidence, ils savaient très bien que quelque chose allait se passer. En septembre 1939, en Allemagne, 14 usines de pétrole synthétique fonctionnent à plein régime. 6 autres sont en construction. Sans l'éthyle, ce composant chimique fourni par les firmes américaines DuPont de Nemours et la Standard Oil, l'aviation allemande n'aurait pas pu décoller en 1940. Quand on observe la manière dont les Allemands ont fait la guerre à partir de 1939, il est intéressant de remarquer à quel point ils étaient obnubilés par le pétrole. Il fallait trouver de nouveaux gisements de pétrole, stocker le pétrole des autres, c'était devenu une priorité. Quand ils ont envahi les Pays-Bas, la Belgique et la France en 1940, il y avait des unités spéciales dont la seule mission était de repérer le pétrole
d'en prendre rapidement le contrôle, de le garder et de s'assurer que personne ne pouvait le détruire ou l'emporter. C'est ainsi qu'ils ont pu, en France surtout, mettre la main sur d'énormes quantités de pétrole, en grande partie abandonnées par les militaires. Tout ce pétrole est parti pour l'Allemagne. En fait, ces campagnes ont rapporté plus de pétrole aux Allemands qu'ils n'en avaient consommé dans les avions et les tanks pour vaincre ces pays. L'Allemagne peut bombarder l'Angleterre sans crainte de manquer de carburant. Par contre, la Grande-Bretagne, coupée de ses lignes d'approvisionnement, dépend à nouveau des États-Unis. Elle possède les principaux gisements du monde, mais ne peut plus y accéder. Elle frôle la catastrophe. Les sous-marins allemands ont la maîtrise des mers et infligent d'énormes pertes aux convois de pétrole à destination de l'Angleterre. Le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte qu'il a passé avec Staline en 1939. Alors que les derniers convois de pétrole soviétiques sont encore en route pour l'Allemagne, il lance ses armées à l'assaut de l'Union soviétique pour s'emparer du pétrole du Caucase. Avant même d'attaquer l'Union soviétique, Hitler avait ordonné à Göring de préparer une brigade spéciale composée de professionnels de l'industrie du pétrole. Leur mission était d'accompagner l'armée jusque dans les régions du Caucase pour remettre en marche les raffineries et produire du pétrole. Il faut savoir que ces régions de Grozny, Bakou et autres produisaient 4 fois plus de pétrole que n'en possédait l'Allemagne en 1941. Donc, l'Allemagne aurait disposé de tout le pétrole dont elle pouvait rêver et aurait été totalement autonome. Le pétrole est aussi au cœur de la guerre du Pacifique. Le 7 décembre 1941, pour riposter à l'embargo américain sur ses livraisons de pétrole, le Japon lance son aviation sur Pearl Harbor avec 2 objectifs: neutraliser la marine américaine et s'emparer du pétrole indonésien. Les Anglais sabordent leurs installations pétrolières en Indonésie. Les États-Unis entrent en guerre. L'ironie de l'histoire, c'est que d'une manière générale, le pétrole soviétique était, par rapport au pétrole allemand, de qualité très inférieure. Les ingénieurs russes avaient conçu des tanks et des véhicules alimentés par un carburant bien plus brut. Et donc, en pratique, le pétrole trouvé en Union soviétique n'était pas du tout adapté à la technologie sophistiquée et aux moteurs très perfectionnés qui équipaient les tanks et les véhicules allemands. Au cours de l'été 1942, les Allemands arrivent dans le Caucase, conformément à la stratégie qu'Hitler avait établie au début de la guerre. Le pétrole d'abord, Moscou ensuite, et enfin Staline, mais surtout le pétrole d'abord. Mais à leur arrivée, l'armée rouge avait tout détruit. La pénurie de pétrole précipite la défaite allemande. À l'hiver 1943, l'armée allemande encerclée à Stalingrad, incapable de lancer une contre-offensive pour briser l'étau soviétique, essuie sa première grande défaite. Elle connaît un sort analogue dans le désert de Libye. C'en est fini du rêve d'Hitler de s'emparer du pétrole du Moyen-Orient. Les armées anglaises et soviétiques occupent l'Iran par où transitent les armes et le pétrole à destination du front russe. Elles s'engagent formellement à quitter le pays une fois la guerre terminée. En 1943, à Téhéran, 2 ans après avoir débarqué le Shah, suspect de sympathie pour l'Allemagne nazie, Churchill, Roosevelt et Staline planifient le débarquement des troupes alliées. L'armée rouge reprend l'initiative. Elle foncera bientôt sur Berlin. En Angleterre, les Alliés organisent méthodiquement leur approvisionnement en carburant.
Aux yeux des Américains et des Anglais, un bon approvisionnement en pétrole était absolument vital pour mener à bien l'invasion de la France en 1944. Ils avaient pris les devants en construisant un pipeline sous la Manche pour acheminer, depuis des dépôts situés au Royaume-Uni, le pétrole vers la France. Operation Pluto, P-L-U-T-O, standing for Pipeline Under the Ocean, from the Mersey to the Rhine. À la fin de la guerre, malgré les bombardements massifs, les usines de carburant synthétique en Allemagne fournissent 57% de l'approvisionnement du Reich et 92% de l'essence d'aviation. C'est Albert Speer, ministre de l'Armement, ici en tournée d'inspection, qui fournit à IG Farben une main-d'œuvre d'esclaves venus des camps de concentration. La destruction des ressources en carburant de l'Allemagne devient une priorité absolue pour les Alliés. Après avoir bombardé les usines d'IG Farben, les Alliés frappent les installations pétrolières de Roumanie. La chasse allemande reste clouée au sol. On sait maintenant que des employés de General Motors en Allemagne ont rapatrié de l'argent en 1943, donc bien après que les États-Unis aient pris part activement à la Seconde Guerre mondiale. General Motors continue de fabriquer pour l'armée nazie des camions qui fonctionnent avec le gasoil sans plomb, produits dans des usines construites par General Motors, DuPont et Standard Oil. Et pour cela, aucun d'entre eux n'a jamais été condamné. Dès 1942, le futur président Truman prend l'initiative d'une commission d'enquête. Il soupçonne les pétroliers de trahison. En 1945, il les accusera ouvertement. Mais la morale est vite balayée par la réalité. Les Américains se rendent compte de deux choses au milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est que, alors là, la réserve pétrolière de l'Arabie Saoudite sont colossales et que non seulement elles sont colossales, mais que les réserves américaines, elles risquent de diminuer progressivement à cause de leur surutilisation. En février 1945, le président Roosevelt, de retour de Yalta, fait escale dans le canal de Suez pour rencontrer le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Ce jour-là, les deux pays jettent la base d'une entente qui dure encore aujourd'hui. Après la guerre, on s'est demandé à quoi allait ressembler le monde. Et à nos yeux, il était évident que le pétrole allait devenir une denrée précieuse. Et dans tous les pays au monde, lequel possédait le plus de pétrole? L'Arabie Saoudite. On a beaucoup commenté cette rencontre, mais d'une manière implicite, nous nous engagions à protéger le royaume saoudien. Ça n'a jamais été écrit nulle part, je n'ai jamais vu aucun document qui en fasse mention. Mais dans tous les cas, c'était sous-entendu. Et c'est bien ce que nous avons fait, car depuis, nous n'avons cessé de défendre le royaume d'Arabie Saoudite. En 1945, c'est toute une politique étrangère qui a vu le jour. Ce que Michael Clair a appelé une stratégie mondiale d'acquisition du pétrole reposant sur 3 pays. En premier, il y a eu cette relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite, fondée sur l'accord passé entre Roosevelt et le roi Fahd en 1945. Le second pays a été le Venezuela et le troisième l'Iran. Et ces 3 piliers étaient censés fournir du pétrole bon marché, accessible et de très bonne qualité, indispensable au fonctionnement de l'économie américaine. Alors que les ruines de Berlin sont encore fumantes et que les Alliés célèbrent leur victoire, le pétrole est à l'origine du premier incident de la future guerre froide. Au mépris de leurs engagements, les Soviétiques tentent de s'emparer du pétrole situé au nord de l'Iran en créant de toutes pièces une république fantoche, l'Azerbaïdjan.
Aujourd'hui, dans son palais des 1001 nuits, le souverain Reza Shah voit s'élever de graves problèmes issus d'un conflit souterrain. L'Azerbaïdjan réclamera-t-il son autonomie? Les troupes russes refuseront-elles de quitter l'Iran? L'Iran sera-t-il demain le problème majeur de l'ONU? Pour la première fois de son histoire, le tout nouveau Conseil de sécurité est saisi. À cette occasion, la délégation soviétique quitte la séance. Le jeune Shah d'Iran reprend le contrôle de son territoire avec l'aide militaire des États-Unis. Mais l'Iran va être au cœur d'autres crises qui opposeront Américains et Soviétiques. C'est une fois de plus le pétrole qui en sera la cause. Dans un instant, les grandes manipulations, le second volet de la face cachée du pétrole.